Nous avons le plaisir de recevoir Zouheir El-Khdissi, vice-président du Centre africain des études stratégiques et de la digitalisation et expert en transformation digitale et en IA. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'y répondre. Alors, avec une croissance, comme je le disais à l'instant, de près de 5%, peut-on parler d'un véritable changement de cycle économique au Maroc ? Alors effectivement, le rapport de la Banque mondiale pointe aujourd'hui un changement de cycle. Donc, c'est la première fois depuis 10 ans que le Maroc atteint ce niveau de croissance. Et bien sûr, non seulement c'est un niveau qui a atteint l'année dernière, mais il y a aussi une prévision sur cette année qui va jusqu'à 4,2%, voire même plus si on prend les chiffres du HCP ou du gouvernement. Donc, de manière globale, on constate un changement de cycle économique qui est important. Alors, ça s'accompagne aussi par une stabilisation d'un certain nombre de facteurs macroéconomiques, donc l'inflation qui est aujourd'hui descendue à 0,8%, qui allège un peu euh, la charge sur les ménages et les entreprises, mais aussi un déficit budgétaire contenu à 3,5% et un endettement public au-dessous de 67%. Donc, ça montre aujourd'hui qu'on est dans une phase de stabilisation. Donc, malgré tous les chocs externes qu'on a constatés sur les dernières années, notamment récemment donc la guerre au Moyen-Orient, le Maroc arrive quand même à tirer son épingle du jeu et à stabiliser sa croissance. Alors, en contrepartie, la Banque mondiale prévoit seulement 4,2% en 2026, alors que le HCP évoque 4,8% et le gouvernement 5,3%. Alors, comment expliquer ces écarts ? Alors, en fait, ça vient d'abord des hypothèses relatives à justement l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Donc, dans l'hypothèse de la Banque mondiale, on part sur un baril à 93 ou 96 dollars le baril, alors que les hypothèses de la loi de finances partaient sur 60 dollars, donc en début d'année. Aujourd'hui, en fait, la Banque mondiale estime l'impact de cette guerre autour de 0,8% du PIB. Donc, s'il n'y avait pas ces contraintes, on aurait frôlé les 5%, donc ce qui est un peu la moyenne entre la prévision du HCP et celle du gouvernement. Maintenant, l'impact est un impact en termes de renchérissement de l'énergie qu'on a commencé déjà à voir, aussi bien côté ménage que gouvernement, mais aussi un impact sur le fret, donc sur le coût de la logistique. Et donc, les deux combinés en fait, contribuent à cette hypothèse. Maintenant, bien sûr, ça reste basé sur une hypothèse moyenne de prix du baril au-delà de 90 dollars le baril, qui n'est pas encore confirmé. Donc, on verra sur les prochains mois comment évoluera la situation au Moyen-Orient et par conséquent le baril du pétrole. Pour revenir un peu sur le rapport qui insiste, un rapport qui insiste sur un point particulièrement préoccupant, selon le HCP, le taux d'activité est aux alentours de 42% et la participation des femmes est de 17,5%, parmi les plus faibles au monde. Comment expliquer une participation féminine aussi faible malgré les progrès économiques que réalise le pays ? Alors, je pense que ce qui est important en fait, à prendre en considération, c'est deux choses. D'abord, le rapport de manière globale, il montre que le Maroc a gagné la bataille de la stabilité. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas encore gagné la bataille de la productivité. Donc, justement, ces chiffres, on a 4 Marocains sur 10 qui sont en âge de travailler, qui sont aujourd'hui en activité, et moins de 2 femmes sur 10 en âge d'activité qui travaillent. En fait, le contexte aujourd'hui fait qu'on arrive à faire de la croissance, mais ça ne se traduit pas forcément en activité, c'est-à-dire en création d'emplois. Le taux côté féminin s'explique par beaucoup de raisons. Il ne faut pas oublier que le Maroc est un pays qui garde une forte ruralité, on va dire. On est un pays où on a encore 40% de personnes qui travaillent dans le monde rural et on a encore certaines traditions qui font que le travail de la femme n'est pas forcément aujourd'hui une priorité pour les familles. Donc, je pense que c'est un mélange on va dire, de contexte social d'abord, mais aussi d'un contexte économique qui fait qu'aujourd'hui, les points de croissance ne génèrent pas suffisamment de postes de travail, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Pour revenir un peu sur ce chiffre de 0,8%, l'inflation qui est limitée à 0,8%, et ceci est dû notamment au conflit au Moyen-Orient qui aurait impacté la croissance. Quels sont aujourd'hui les principaux canaux de transmission vers l'économie marocaine? Et surtout, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs que veulent dire les canaux de transmission?
Alors, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que on est dans une économie qui reste une économie ouverte. Donc, euh, on est très dépendant des facteurs externes. Donc, aujourd'hui, un certain nombre de constats ont été faits. D'abord, justement, les prix des matières premières, on a une forte dépendance par rapport aux marchés internationaux. C'est des prix qui sont fixés à l'international. Donc, que ce soit le baril du pétrole, que ce soit les différentes matières premières qui rentrent dans la production manufacturière et industrielle, que ce soit aussi la matière première qui va être utilisée par les ménages, donc en fait, tout ce qui est agricole, donc blé, etc. Donc aujourd'hui, il y a une forte dépendance parce qu'en fait, ces marchés sont aujourd'hui des marchés internationaux. Le Maroc, en grande partie, ou en tout cas sur certains volets, s'approvisionne à l'international. Donc on n'a pas une production locale suffisante, notamment par exemple sur tout ce qui est produits pétroliers et gaziers. Et donc cette forte dépendance fait qu'aujourd'hui, on importe quelque part ces tarifs. Ça se voit tout de suite sur le pouvoir d'achat à travers l'augmentation, par exemple, des prix du gasoil, qui derrière impacte le prix de plusieurs matières premières, parce que le prix du transport étant augmenté, ben, automatiquement, euh, une grande partie de la logistique et du coût logistique est augmenté, et par conséquent, le prix des produits de première nécessité, etc., peuvent être impactés. Donc, malgré tout ça, le Maroc a quand même contenu l'inflation à 0,8%, ce qui est pour moi une performance dans le contexte actuel. Maintenant, ça laisse quand même montrer aussi une certaine fragilité. Donc, une économie ouverte, forcément, va devoir subir des chocs externes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de constater dans le contexte marocain. Alors, le rapport évoque également près de 884 000 travailleurs découragés. Ces nouvelles perspectives du marché du travail changent-elles notre lecture de l'économie nationale? Je pense que c'est en train de changer fondamentalement notre lecture de l'économie nationale. En fait, le constat est très fort aujourd'hui, c'est que le plus grand gâchis au Maroc, c'est celui de ces jeunes et de ces femmes en capacité de travailler et qui ne sont pas productifs. Donc, comme vous le savez, le Maroc est en train de vivre, à l'instar de certains pays européens dans le passé, le pic démographique. Et dans ces phases de pic démographique, on a l'avantage d'avoir une population en âge de travailler qui est suffisamment importante. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on constate qu'une grande partie ou une partie non négligeable de cette population n'arrive pas à accéder au marché du travail. Alors le problème est en train même d'être renforcé aujourd'hui avec l'émergence de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et d'autres. Le constat aujourd'hui, c'est que en fait, on crée de la croissance économique, mais ça ne se traduit pas forcément de manière concrète en création massive d'emplois. C'était le cas, par exemple, dans l'industrie dans le passé. Donc, chaque investissement industriel pouvait créer un nombre de postes suffisant. Chaque investissement dans le domaine agricole impactait la création d'emplois. Aujourd'hui, dans le domaine de services et notamment de haute technologie, ce n'est pas forcément le cas. Et donc, aujourd'hui, il y a une transformation majeure qui est en train de s'opérer. Alors, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est que, et ça, je pense, c'est quelque chose qui est très important dans le contexte marocain, il faut qu'on arrive en même temps à faire de la croissance, c'est très important, mais les chiffres de croissance, s'ils n'impactent pas l'humain, s'ils n'impactent pas le travail, s'ils n'impactent pas la productivité des acteurs, ça reste un chiffre comme un autre. Le plus important aujourd'hui, c'est que ça se traduise réellement en termes de niveau de vie des citoyens, en termes de taux de taux d'emploi ou de taux de chômage, et que ça se traduise aussi en termes de pouvoir d'achat. Alors, la Banque mondiale identifie un autre levier majeur, celui de la digitalisation. Seulement 31% des entreprises utilisent des logiciels spécialisés. Alors, combler ce retard pourrait-il augmenter la productivité nationale? Alors effectivement, donc le rapport de la Banque mondiale mentionne deux chiffres qui sont importants, donc celui de 31% d'entreprises qui ont déjà utilisé des outils digitaux, intégré des outils digitaux dans leurs entreprises, et moins de 8% qui utilisent un ERP, un logiciel de gestion d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est des taux qui sont très bas par rapport à ce qu'on observe dans d'autres marchés comparables. Et aujourd'hui, la Banque mondiale considère que rien qu'en équipant les entreprises avec les bons outils, on peut constater des gains de productivité qui peuvent aller de 10 à 15%. En fait, le constat aujourd'hui qui a été fait par la Banque mondiale, c'est qu'on a fait la digitalisation de la façade, mais on n'a pas digitalisé l'usine derrière. C'est-à-dire que
Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises disposent de leur site web, de leur page sur les réseaux sociaux, mais très peu disposent des outils de digitalisation qui vont leur permettre d'être efficaces en termes opérationnels, d'avoir une comptabilité en temps réel, de faire le suivi de leurs activités de manière très précise et très détaillée. Donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de productivité des entreprises. Si on arrive à passer, on va dire, cette étape de digitalisation, c'est-à-dire, en fait, passer de la logique de la digitalisation pure à travers juste des outils de façade à une digitalisation plus profonde, vers plutôt une transformation digitale des métiers de l'entreprise, je pense que ça peut permettre de faire gagner plus de 15 voire 20% de taux de productivité chez les entreprises. Et je pense que c'est un constat qui est très fort dans le rapport. Oui, alors pourquoi est-ce que les entreprises marocaines, justement, elles tardent à franchir ce cap? Et pour reparler également du problème, est-ce que c'est un problème financier ou davantage lié aux compétences, au management et à la culture d'entreprise? Alors, il y a justement le rapport, il cite plusieurs aspects. Donc, effectivement, il y a le coût, mais le coût ne justifie pas tout. Il y a une question de compétences aussi qui rentre en jeu. Mais par contre, il y a aussi une question qui est importante, qui est relevée par le rapport, je pense qui est très importante à méditer. C'est aussi le fait que beaucoup de chefs d'entreprise considèrent qu'ils ont déjà fait leur transformation digitale. C'est-à-dire, en fait, le plus grand frein à la digitalisation, c'est le fait de croire qu'elle est déjà faite. Et beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise, parce qu'ils ont déjà fait la digitalisation de façade, considèrent que le travail de fond a été fait. Et dans beaucoup de cas, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc, on a un certain nombre d'acteurs dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services de grande taille qui n'ont pas forcément tous les outils qui vont augmenter leur productivité en interne. Alors, on parle bien sûr des outils standards de digitalisation, les ERP, donc les logiciels de gestion d'entreprise, les CRM, les logiciels de gestion commerciale, les logiciels de gestion RH ou de productivité, mais aussi aujourd'hui de plus en plus toute la partie intelligence artificielle qui permettrait d'augmenter la productivité en temps réel de l'entreprise. Donc, au-delà du coût, au-delà des compétences, il y a aussi une question de perception chez les chefs d'entreprise qui fait qu'ils considèrent que le travail est déjà fait. Et pour finir rapidement, est-ce que l'IA et la transformation numérique peuvent-elles devenir les prochains moteurs de croissance de notre pays et sommes-nous prêts à les accueillir? Je pense qu'effectivement, au-delà du rapport de la Banque mondiale, aujourd'hui, beaucoup de pays considèrent que l'IA et la digitalisation peuvent être le prochain moteur. On a aujourd'hui investi énormément sur l'infrastructure. Le Maroc est un pays qui continue à investir à l'horizon 2030 sur toutes les infrastructures, qu'elles soient sportives ou de base. Et ça a été toujours le moteur de croissance sur les dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, on doit passer le relais à l'IA. Je pense que l'IA en particulier est un sujet où le Maroc d'abord a des compétences aussi bien au Maroc qu'à l'international qui sont de grande valeur, de grande qualité. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de bâtir au-dessus et autour de ces compétences un projet d'IA où on verrait peut-être le Maroc dans les prochaines années arriver en demi-finale d'une Coupe du Monde, on va dire, de l'IA d'être parmi les pays les plus avancés sur ces sujets. L'IA encore n'est pas juste une technologie, c'est une transformation économique, sociale et sociétale portée par l'intelligence artificielle et qui peut impacter de manière fondamentale la manière avec laquelle on va produire, on va créer de la valeur et on va travailler en société. Je pense que c'est là le gisement de croissance non exploré à date et qui peut permettre de faire le prochain cycle de croissance. On l'espère, Zohel Rdissi. Merci infiniment pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes vice-président du Centre africain des études stratégiques et de la digitalisation et que vous êtes expert en transformation digitale et en IA.